Et si vous voulez, je vous invite à faire le test la prochaine fois que vous avez rendez-vous avec votre conseiller clientèle. Demandez-lui dans quoi est-ce que lui il investit besoin et ou potentiellement dans quand même le meilleur des cas entre guillemets, avec un produit un peu bancal qui va pas vous rapporter grand chose, qui va surtout rapporter des frais à la banque malheureusement et qui va pas vraiment performer et qui va pas vraiment permettre de faire profiter votre épargne pour vous en tout cas. Ce qui fait que vous allez devoir partir par défaut sur des fonds ouverts classiques qui bien souvent sous-performent le marché et qui sont très chargés en frais. Vous avez la même volatilité mais vous avez 2 fois moins de performance. La performance du MSCI World sur 10 ans, c'est 192,37%. Et là, vous avez des fonds qui ont fait 44,46% sur la même période. Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'importance de développer vos connaissances financières. Effectivement, si demain vous recevez en héritage une certaine somme d'argent ou que vous avez des questions sur comment vous devez investir votre argent, bien souvent, la première chose, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de prendre contact avec votre banque, avec votre conseiller clientèle en agence bancaire, pour avoir des conseils de la part de cette personne. Aujourd'hui, dans mes vidéos, je vous le répète assez régulièrement et c'est même d'ailleurs dans mon générique, je vous le dis, vous ne devez faire confiance à personne pour vos investissements et pour votre argent. Et c'est ce qu'on va développer en fait aujourd'hui sur cette vidéo. Je vais vous montrer qu'en fait votre conseiller clientèle en agence bancaire, malheureusement, il ne peut pas vous aider. Alors, après, il y a des gens qui ont un peu plus de patrimoine, qui ont un peu plus de moyens. Peut-être que c'est le cas, c'est votre cas à vous qui regardez cette vidéo. Et du coup, c'est des gens aussi qui n'ont peut-être pas forcément confiance justement en leur conseiller bancaire classique en agence bancaire. Et donc, ces gens-là vont se diriger vers un conseiller en gestion de patrimoine, bien souvent qui travaille à son compte, donc indépendant, en se disant que là, au moins, ils auront des meilleurs conseils et qu'ils seront forcément bien orientés, parce que là, c'est un indépendant. Et donc on va aussi en parler dans cette vidéo et on va voir si leurs conseils, sont réellement mieux que ce que vous propose un conseiller bancaire, traditionnel et si vous pouvez réellement leur faire confiance en ce qui concerne le placement de votre argent. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à préciser qu'évidemment cette vidéo n'est pas une vidéo à charge contre les conseillers clientèle en agence bancaire ou contre les conseillers en gestion de patrimoine. À titre personnel, je connais plusieurs personnes qui bossent dans ce secteur et qui sont très compétentes, dans leur métier. Je vais juste du coup parler de la profession en fait, de manière générale et je vais vous parler un petit peu aussi de comment les conseillers bancaires sont formés quand ils, arrivent. Parce que comme je vous ai dit, je connais déjà, plusieurs personnes qui travaillent dans ce secteur et avec qui je discute, assez régulièrement de tout ça. Donc on va vraiment parler de ça de manière générale et en aucun cas c'est une attaque, contre la profession de conseiller clientèle ou de conseiller en gestion de patrimoine. Il y a des gens qui sont très compétents dans ces métiers, qui font très bien leur travail et ce n'est absolument pas une vidéo à charge contre cette profession. Et donc maintenant que ça c'est dit, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, pour moi, votre banquier ne peut pas vous aider. Et on va développer ensemble pourquoi je pense cela. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Et la première, c'est que pour la plupart, ces gens-là ne sont pas des investisseurs eux-mêmes et donc ils manquent de connaissances. Et si vous voulez, je vous invite à faire le test la prochaine fois que vous avez rendez-vous avec votre conseiller clientèle. Demandez-lui dans quoi est-ce que lui il investit. Et vous allez voir que vous risquez potentiellement d'être surpris. Je ne serais pas étonné que pour la plupart d'entre eux, ils n'investissent pas du tout ou alors voilà, ils placent l'argent sur leur livret A. Éventuellement, ils ont une assurance vie maison, de la banque dans laquelle ils travaillent, mais c'est rare qu'ils vont avoir, par exemple, un compte titre, un PEA où ils vont acheter des actions, des ETF. La crypto, on n'en parle même pas et donc en fait, ces gens-là ne sont pas rompus à l'investissement parce qu'ils ne le pratiquent pas eux-mêmes et donc, en fait, ils sont tout à fait aptes à vous renseigner de manière générale. Ils sont tout à fait aptes à vous renseigner sur ce qu'est une assurance vie, la fiscalité en cas de vie, en cas de décès, l'importance de la clause bénéficiaire, sur le PEA, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut pas y mettre, et cetera. Et donc, ils vont vous vendre, par exemple, une assurance vie parce qu'ils vont détecter que c'est votre besoin et vous allez dire: «OK, effectivement, ça répond à mon besoin et à mes objectifs».
Donc ça, ils savent le faire, il y a pas de problème. Par contre, c'est au moment où on va devoir choisir, où vous allez devoir choisir avec lui les supports que vous allez mettre dans cette assurance vie, que là, les choses se corsent et que là, pour moi, en fait, les banquiers ne sont pas aptes à vous conseiller correctement sur ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'une assurance vie. Alors pourquoi? Parce que déjà, bien souvent, ils ont des dizaines, voire des centaines de supports qui sont disponibles. Donc forcément, ils ne peuvent pas tous les connaître, bien évidemment. Et il faut savoir que les banques, bien souvent, ont des allocations types par rapport au support, donc par exemple le contrat d'assurance vie, dans ce cas ici, et par rapport également à votre profil de risque. Donc, ils vont vous poser des questions à l'aide de leurs outils qui sont déjà établis, qui vont permettre de déterminer quel est votre profil de risque. Et suite à ça, bien souvent en tout cas, c'est leur outil bancaire qui va donc sortir une allocation type en fonction du profil de risque que vous avez. Et bien souvent, en fait, les conseillers vont vous pousser cette allocation type parce qu'eux ne veulent pas se mouiller, parce qu'eux ne veulent pas prendre de risques en vous conseillant des choses qu'ils ont eux-mêmes choisies, et parce que peut-être aussi que tout simplement, ils n'ont pas les compétences pour aller fouiller dans les fonds, lesquels sont les plus intéressants, lesquels seraient le mieux pour vous, et qui donc ils ne sont pas aptes à choisir et à sélectionner ces fonds eux-mêmes. Donc, ils vont vous pousser une allocation type qui est poussée par la banque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques sont très prudentes au vu de ce qu'elles conseillent aux clients, parce qu'aujourd'hui, ben, bien évidemment, les clients ont de plus en plus de recours à des actions en justice contre leur banque pour un oui ou pour un non. On le voit régulièrement avec les fraudes, les choses comme ça. On va parler par exemple de la personne qui s'est fait arnaquer par le faux Brad Pitt. Bah, aujourd'hui, elle porte plainte contre sa banque parce que c'est la faute de la banque qui ne l'a pas empêché de faire des virements. Alors peut-être que c'est le cas, hein, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais donc aujourd'hui, les banques, en tout cas, se couvrent de plus en plus. Et donc, dans leurs allocations d'actifs type, ça va être des allocations d'actifs plutôt plan-plan. Même si vous êtes en profil dynamique, je pense que voilà, vous aurez des choses à faible volatilité et donc avec des rendements peut-être un peu moindres. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est le premier point qui fait que selon moi, votre banquier n'est pas apte à vous conseiller sur vos placements. Le deuxième point, c'est que certains font ce travail par défaut et n'aiment pas ce qu'ils font. Alors ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est dans toutes les professions, hein, je pense qu'on a des gens qui viennent au travail à reculons. Et donc, bah, si vous tombez sur une de ces personnes-là, potentiellement, elle va vous raconter des conneries. Potentiellement, elle va vous vendre des produits qui ne sont pas du tout adaptés à votre situation, à votre profil de risque ou à vos objectifs. Et dans tous les cas, elle aura du mal à vous donner des bons conseils parce que si son métier ne l'intéresse pas, forcément, elle va pas aller chercher des informations, elle va pas chercher à en savoir plus, elle va pas chercher à savoir comment accompagner au mieux ses clients. Et le problème, c'est que si vous êtes en face d'une personne comme ça, mais que vous avez également zéro connaissance, bah, vous n'allez pas vous en rendre compte que vous êtes face à une personne qui aujourd'hui, bah, soit vous raconte des conneries, soit n'a pas envie de trop s'embêter et vous pousse le service minimum entre guillemets. Et si vous êtes en face et que vous avez aucune connaissance, bah, vous n'allez pas pouvoir contre-attaquer. Vous allez vous dire c'est un professionnel, je lui fais confiance. Et potentiellement, vous allez pouvoir vous retrouver au pire des cas en difficulté si vraiment on vous a vendu quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre profil de risque ou à vos besoins. Ou potentiellement, dans quand même le meilleur des cas entre guillemets, bah, avec un produit un peu bancal qui va pas vous rapporter grand chose, qui va surtout rapporter des frais à la banque, hein, malheureusement, et qui va pas vraiment performer et qui va pas vraiment permettre de faire profiter votre épargne pour vous en tout cas. Donc ça, c'était le deuxième point. Et donc le troisième point, c'est que bien évidemment, il existe des conseillers clientèle bancaires qui adorent leur métier et qui sont très compétents dans ce qu'ils font. Je ne vais absolument pas remettre cela en question, bien évidemment. Mais même si vous tombez sur un conseiller compétent, eh ben, il sera limité aux produits et aux services que propose le réseau bancaire pour lequel il travaille. C'est-à-dire que si vous êtes client à la BNP ou à la Société Générale, par exemple, eh ben, ils pourront vous proposer que des produits qui sont proposés par la BNP ou la Société Générale. Ils pourront pas vous proposer des produits du Crédit Mutuel, d'une assurance vie de chez Swiss Life ou des choses comme ça. Et alors que peut-être, ces produits-là auraient été mieux, peut-être pas. Mais dans tous les cas, eux, ils sont limités à ce que la banque propose. Et au niveau des assurances vie, des plans épargne retraite ou même des PEA par exemple, bah, bien souvent, c'est des produits qui sont relativement chargés en frais, à tous les niveaux. Bien souvent, c'est des produits qui sont limités, c'est-à-dire que bah, parfois sur les assurances vie, par exemple, vous n'allez pas pouvoir y loger des actions en direct, vous n'allez pas pouvoir y loger des ETF, vous n'allez pas pouvoir y loger un certain nombre de choses.
Et ce qui fait que vous allez devoir partir par défaut sur des fonds ouverts classiques qui bien souvent sous-performent le marché et qui sont très chargés en frais. Et même si vous avez du coup un conseiller qui est très compétent en face de vous, bah, il sera obligé de vous proposer ce genre de produit-là parce que bah, il n'aura pas le choix tout simplement et qu'il n'aura pas la latitude pour vous proposer d'autres choses. Voilà, donc ça c'est les 3 points qui me font me dire que, bah, aujourd'hui, votre banquier, c'est pas forcément la meilleure personne pour vous conseiller. Alors encore une fois, si vous vous présentez devant votre banquier, mais qu'au préalable, ben, vous vous êtes formé, vous avez regardé des vidéos sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, que vous avez lu des livres, que vous vous êtes intéressé au sujet, ce sera pas la même relation et le même rendez-vous que si vous arrivez les mains dans les poches en disant bah moi je mets tout sur mon livret A parce que j'y connais rien et puis de toute façon ça m'intéresse pas donc voilà j'ai un professionnel là en face de moi et je vais lui faire confiance. Si vous arrivez en face de votre banquier en sachant ce qu'est un ETF et en vous disant que c'est là-dessus que vous voulez investir parce qu'il y a trop de frais sur des fonds ouverts par exemple, soit vous allez vous rendre compte que vous avez un banquier en face de vous qui est pas compétent parce qu'il va même pas savoir ce que c'est qu'un ETF. Ça peut vous arriver, bien évidemment. Soit vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va être compétent et qui vont vous dire, OK, bah écoutez, très bien, je vois que vous avez déjà des connaissances. On va parler ETF, on va parler de choses comme ça. Et si c'est des choses qu'il ne peut pas vous proposer parce que les contrats de la banque ne le permettent pas, bah à ce moment-là, il vous le dira et vous savez que vous allez devoir vous renseigner vous par ailleurs pour pouvoir trouver ce dont vous avez réellement besoin, en fait. Voilà. Donc sur la diapositive suivante, on va regarder, j'ai été fouiller un petit peu sur internet, bah, quelles performances les fonds que pouvaient proposer certains réseaux bancaires pouvaient avoir et je l'ai comparé, à d'autres investissements et donc on va regarder ça ensemble, tout de suite après. C'est parti. Alors ici, donc je vous ai réalisé un graphique, je vais tout vous expliquer. Donc en rouge, vous avez la performance sur les 10 dernières années, donc du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2025. De l'Eurostock 50. Donc l'Eurostock 50, c'est un indice qui regroupe les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes. Pour simplifier les choses, si vous voulez, c'est le CAC 40, mais au niveau européen, on va dire. Donc vous avez dedans LVMH, vous avez Total Energy, vous avez Sanofi, voilà, vous avez toutes ces grosses entreprises-là, pour citer les plus connues en France en tout cas. En bleu, vous avez donc le MSCI World. Donc le MSCI World, c'est l'indice des 1400 plus grosses entreprises mondiales, pour faire très simple. C'est orienté uniquement sur les États-Unis, principalement à hauteur de 75%. Et ensuite, vous avez le Japon et vous avez également l'Océanie et tout ce qui va être la partie Europe, donc Angleterre et Suisse inclus. Et enfin, en jaune, vous avez un mix de fonds proposé par le Crédit Agricole. Donc en fait, j'ai traîné un petit peu sur les sites des différents réseaux bancaires en essayant de trouver s'ils avaient des allocations type ou des choses comme ça. J'ai pas eu d'infos. Mais sur plusieurs réseaux bancaires, donc notamment celui du Crédit Agricole, il y avait des fonds recommandés. Donc je me suis basé sur cette liste-là et je suis parti du principe qu'en fait vous aviez rendez-vous avec votre conseiller bancaire donc au Crédit Agricole et que vous vouliez ouvrir un PEA dans cette banque. Et donc j'ai pris parmi la liste, parmi les fonds recommandés, 5 fonds qui étaient donc éligibles au PEA, qui sont donc des fonds en actions. Et j'ai calculé leur performance en partant du principe que vous investissiez 2 000 € dans chaque fonds, ce qui faisait un total de 10 000 €. Et donc je l'ai comparé à la performance du MSCI World ou de l'Eurostock 50 sur 10 ans, sur la même période, sur lesquels vous auriez investi 10 000 € également. Et donc, si vous aviez investi 10 000 € en 2015, au 1er janvier 2015 sur le MSCI World, vous auriez aujourd'hui 29 207,21 €. Sur l'Eurostock 50, vous auriez 15 574,80 €. Et sur les fonds du Crédit Agricole, en moyenne, vous auriez eu donc 14 567,34 €. Ce qui vous fait un manque à gagner par rapport à l'Eurostock 50 de 1 000 €. Mais par rapport au MSCI World, ça vous fait un manque à gagner de 14 640 €. Donc en fait, ça veut dire que vous avez divisé votre performance par 2. C'est énorme. Voilà, donc après, honnêtement, moi j'ai pris des fonds un peu au hasard, hein. Je ne sais pas si c'est réellement ça que votre conseiller du Crédit Agricole vous aurait proposé, mais c'est pour vous donner une idée. Alors après, certains peuvent se dire effectivement, l'intérêt aussi de passer par une banque, c'est que généralement, bah, on n'y connaît pas trop grand-chose et on n'a pas spécialement envie de prendre des risques.
Et donc, ça permet, plutôt que de s'exposer au marché de manière générale, d'avoir des fonds un peu plus répartis, un peu plus diversifiés, et donc d'avoir une moindre volatilité. Donc, je vous ai calculé, à l'aide de mon ami l'outil IA Copilote de Windows, le ratio de Sharpe de chacun de ces investissements. Donc, le ratio de Sharpe, pour faire très simple, je vous ferai une vidéo dessus un de ces jours pour vous expliquer en détail comment ça se calcule. Mais en gros, plus le chiffre se rapproche de 1, plus c'est un bon ratio de Sharpe. Et s'il est supérieur à 1, c'est même un très bon ratio de Sharpe, puisque ça veut dire qu'en fait, la rémunération que vous récupérez par rapport au risque que vous prenez est intéressante, en gros. Donc vous voyez, sur le MSCI World, on est à 0,70, sur l'Eurostock 50, on est à 0,59, et sur les fonds du Crédit Agricole, on est à 0,55, et donc on a vraiment le plus mauvais des ratios de Sharpe des trois. Et la volatilité moyenne, on va voir si c'est réellement moins volatile d'investir sur des fonds mix Crédit Agricole. Donc sur le MSCI World, c'est l'indice le plus volatile. La volatilité est en moyenne de 7,432%. Sur l'Eurostock 50, on est à 5,186 et sur les fonds du Crédit Agricole, on est à 6,824. Donc on est bien plus volatile que l'Eurostock 50. Et on est quasiment à quelque chose près aussi volatile que le MSCI World pour une performance divisée par 2. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Vous avez la même volatilité, mais vous avez 2 fois moins de performance. Et d'ailleurs, par rapport à l'Eurostock 50, là, ce que j'ai calculé, c'est la performance de l'indice sans dividendes réinvestis. Parce que si je la calcule avec les dividendes réinvestis, ça doit être encore quelque chose de bien pire. Et là, vous voyez, même l'Eurostock 50 sans dividendes réinvestis fait mieux que la moyenne des 5 fonds du Crédit Agricole que j'ai sélectionnés. Donc je me suis pas arrêté au Crédit Agricole, j'ai trouvé également des choses intéressantes sur le site de la Banque Postale, où pareil, ils ont des fonds qui s'appellent des fonds à saisir, des fonds de base, enfin bref, j'ai l'impression que c'est des fonds qui foutent un peu partout. Et donc là, je me suis concentré sur les fonds en action, et pareil, donc j'ai pris 4 fonds en action qu'ils proposent, donc il y avait un fonds USA, un fonds monde, un fonds France et un fonds Europe, je crois, de mémoire. Et donc sur 10 ans, ces fonds La Poste, si on avait mis pareil 2500 € sur chaque fonds pour faire un 10 000 €, on aurait fait une performance de 125,73%. Autrement dit, nos 10 000 € seraient devenus 22 573 €. Si on l'avait fait sur l'Eurostock 50 dividendes réinvestis, on aurait fait une performance de 97,92%. Donc vous voyez, les fonds La Poste ont fait beaucoup mieux que l'Eurostock 50. Et c'est sans doute lié au fait qu'il y avait des fonds USA et des fonds monde. Donc on va le comparer au MSCI World. Le MSCI World, sur la même période, a fait 192,37% de performance. C'est-à-dire que pour 10 000 € investis sur le MSCI World, vous vous seriez retrouvé avec 29 237 €, soit une différence entre le MSCI World et les fonds de La Poste de 6 664 € en perte. Et je l'ai comparé également au S&P 500, puisque comme il y avait un fonds américain, je me suis dit, on va le comparer à l'indice américain. Et là, donc, l'écart est encore plus grand, puisque le S&P 500 sur cette période a fait 195,97% de performance. Et donc, vous auriez eu un manque à gagner de 7 024 € entre les fonds de la Banque Postale et le S&P 500 américain. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez parlant en termes de chiffres. Parce qu'en gros, vous prenez le même risque parfois sur certains placements en allant diversifier au sein de votre banque pour 2 fois moins de performance. Et ça, souvent, c'est aussi lié au fait que sur les fonds ouverts, donc les mix de fonds que j'ai pris au Crédit Agricole, c'est ce qu'on appelle des fonds ouverts. En fait, c'est des fonds qui sont gérés par des sociétés de gestion. Typiquement pour le Crédit Agricole, c'est bien souvent Amundi, qui est leur société de gestion, et donc il y aura un gestionnaire de fonds avec des équipes, ils vont acheter certaines valeurs, ils vont les vendre, voilà, c'est vraiment de la gestion active. Et donc tout ça, ça va engendrer des frais de gestion. Et généralement, en fait, les frais de gestion de ces fonds-là arrivent facilement aux alentours des 2%. Alors que sur un ETF, vous êtes bien souvent à 0,30, voire moins. Et donc, ça a un impact qui est quand même considérable, surtout sur le long terme, comme sur 10 ans. Et d'ailleurs, on le voit sur le graphique, la courbe en bleu est bien au-dessus des 2 autres courbes, et même la courbe en rouge de l'Eurostock 50, hors dividendes réinvestis, est déjà au-dessus des fonds du Crédit Agricole, alors que eux, ils réinvestissent bien les dividendes. Donc ça vous donne une idée de l'écart de performance que vous pouvez avoir en réalité.
Après, pour les clients qui n'y connaissent rien ou qui n'ont pas envie de gérer leur épargne, les banques proposent aussi donc des mandats de gestion ou de la gestion accompagnée. En fait, où vous allez laisser donc une partie de votre argent à une société de gestion qui, elle, aura tout pouvoir sur cette enveloppe pour faire des arbitrages, pour acheter certaines valeurs, pour vendre d'autres, pour vendre certains secteurs, en acheter d'autres en fonction des tendances de marché, en fonction de l'actualité, de toutes ces choses-là. Et donc, c'est géré par des professionnels et ils n'ont pas besoin de votre accord pour faire les actes. C'est-à-dire que si demain ils décident de vendre tel secteur pour en racheter un autre, ils vont pas vous passer un coup de téléphone en vous disant est-ce qu'on a le droit. Non, parce que sur la partie en fait mandat de gestion, vous avez vraiment confié votre argent au gestionnaire et il fait entre guillemets ce qu'il veut avec, même si bien évidemment quand vous signez un mandat, vous avez un cadre, c'est-à-dire que le mandat de gestion va dire bah voilà l'objectif de ce mandat, c'est d'investir par exemple, j'en sais rien, sur les marchés émergents au hasard. Euh, voilà, donc ils vont investir dans des sociétés socialement responsables, parce que c'est souvent le truc à la mode, dans les marchés émergents pour la gestion de l'eau, par exemple, voilà, ou de l'écologie, ou les transitions alimentaires, etc. Donc voilà, le mandat de gestion, il a un cadre, mais une fois que vous avez signé ce mandat de gestion, vous confiez votre argent à une société de gestion qui vraiment a tout pouvoir pour faire ce qu'elle veut avec, dans les cadres du mandat que vous avez signé. Et donc, je me suis amusé à aller voir un petit peu sur les différents sites internet des différents réseaux bancaires qu'on a en France, voir quelle était la performance des mandats de gestion sur les 5 à 10 dernières années. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait, il n'y avait aucune publication à ce sujet. Donc, vous ne pouvez pas savoir combien de performances font les mandats de gestion de vos réseaux bancaires classiques. Mais je ne me suis pas arrêté là et j'ai réussi à trouver des infos pour le site de Boursorama. Donc, Boursorama, banque en ligne de la Société Générale. Eux, ils publient les performances de leur mandat sur leur site internet. Donc, là, vous voyez les performances des 5 mandats conseillés par Edmond de Rothschild Asset Management, donc Rothschild, donc sur l'assurance vie, Boursobank, maintenant ça s'appelle. Donc, on voit qu'en fonction de vos profils de risque, ça va de 17% de résultats sur 10 ans à 45%. Malheureusement, je n'ai pas d'infos sur la volatilité, sur le ratio de Sharpe ou sur toutes ces choses-là. Du coup, on a juste vraiment la performance des mandats. Mais vous voyez, même si on prend la performance la plus élevée, donc la 44,46% en orientation dynamique, bah en réalité, c'est catastrophique comme performance. Parce que vous vous souvenez tout à l'heure, la performance du MSCI World sur 10 ans, c'est 192,37%. Et là, vous avez des fonds qui ont fait 44,46% sur la même période. Ce qui vous fait un manque à gagner sur cette période de 14 791 euros. Pourtant, vous avez confié vos fonds à des professionnels de la gestion qui sont censés les gérer pour vous. Mais vous voyez l'écart de performance que cela peut générer, c'est quand même incroyable. Et ce que je ne vous ai pas dit, parce que ça c'est le pompon sur la Garonne, si je peux me permettre, c'est qu'en plus, vous allez payer des frais en plus pour avoir un mandat de gestion ou une gestion accompagnée. Et là, c'est le cas sur Boursorama, ce que j'ai trouvé, mais je peux vous dire que c'est exactement la même chose, voire pire. Peut-être que des fois c'est mieux, mais pas beaucoup mieux, dans vos banques traditionnelles. Donc j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi il est important que vous gériez vous-même votre argent et que vous compreniez que votre banquier, il ne peut pas vous aider. Même s'il en a envie, même s'il est compétent, il va vous proposer des produits qui vont vous offrir une rentabilité qui sera au mieux médiocre et dans tous les cas bien inférieure à ce que vous auriez pu faire par vous-même en vous renseignant un minimum et en faisant les choses correctement. Voilà, donc maintenant on va passer au sujet des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Donc effectivement, pour les gens qui ont un peu plus de patrimoine généralement ou qui ont un peu plus de connaissances, allez voir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, bien souvent, effectivement, ça vous permet d'être mieux accompagné. Normalement, et je dis bien normalement, parce que je pense qu'il y a toujours des exceptions, mais normalement, les conseillers en gestion de patrimoine, effectivement, ont plus de connaissances en termes d'épargne et sont normalement beaucoup plus aptes à vous renseigner et à vous accompagner sur vos investissements. Mais alors, c'est quoi le problème avec les conseillers en gestion de patrimoine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le principal problème avec les CGP, c'est qu'il y en a seulement 8% qui sont réellement indépendants. Un conseiller en gestion de patrimoine, il va vous dire qu'il est indépendant parce qu'il ne va pas travailler pour un réseau, en fait. Quelqu'un qui monte son entreprise en disant qu'il est conseiller en gestion de patrimoine, il va vous dire bah, moi, je ne travaille pas pour une banque ni rien du tout, donc je suis indépendant.
Donc vous pouvez me faire confiance, j'ai le meilleur conseil, je travaille avec plusieurs acteurs, blablabla, et cetera. Sauf qu'en fait, votre CGP, il ne peut pas vous aider dans le sens où en fait 92% des conseillers en gestion de patrimoine sont rémunérés par des rétrocommissions. Ce qui veut dire en fait que du coup, vous savez jamais réellement si quand il va vous conseiller un produit, vous saurez jamais si c'est vraiment le produit qui correspond le mieux à votre besoin ou si c'est plutôt le produit qui rémunère le mieux votre conseiller en gestion de patrimoine. Donc les 8% de CGP qui sont réellement indépendants, eux, ils facturent le conseil. C'est-à-dire qu'en fait, comme des avocats, quand vous allez aller les voir, ils vont vous facturer, par exemple, j'en sais rien moi, 1500 € le rendez-vous. Je dis ça au hasard, hein, j'en sais rien combien ça coûte en réalité. Mais voilà, pour vous donner une idée. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent après, derrière, vous conseiller ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à vous vendre un produit plutôt qu'un autre. Eux, leur rémunération, elle se fait par les honoraires que vous leur payez. Pour les autres CGP, les clients, aujourd'hui, ils vont aller voir des conseillers en gestion de patrimoine. J'en ai déjà vu, des gens qui avaient des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ils étaient même tout fiers de l'annoncer. Et en fait, ils se disent, bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'ai accès à quelqu'un qui est indépendant, qui est à son compte. Donc, forcément, s'il est indépendant, qu'il est à son compte, c'est qu'il est compétent, bien plus que ceux qui travaillent dans des banques. Alors que c'est pas tout le temps vrai, mais bon, bref, voilà, c'est ce que les gens se disent. Et en plus de ça, c'est génial parce que c'est gratuit. Alors, je pense que vous connaissez aussi la maxime aussi bien que moi. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, en fait, il n'y a jamais rien de gratuit en ce bas monde. Et en fait, votre conseiller en gestion de patrimoine va vous vendre des contrats sur lesquels il y aura des frais. Encore une fois, comme en banque, c'est-à-dire que sur les assurances vie, il y aura des frais d'entrée, il y aura des frais de gestion qui seront plus élevés. Il ne va pas vous vendre des ETF parce que ça ne fait pas assez de frais les ETF, donc il va vous vendre des fonds ouverts qui vont faire du 2-3% de frais. Et en réalité, en fait, c'est sur ces frais que votre conseiller en gestion de patrimoine se rémunère. Et je peux vous dire que les frais cumulés sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça vous coûtera bien plus cher que de payer 1500 ou 2000 balles un conseiller en gestion de patrimoine qui est réellement indépendant et qui sera rémunéré par les honoraires que vous allez lui verser. Et donc, en fait, c'est vraiment ça le problème avec les conseillers en gestion de patrimoine. C'est que vous ne savez jamais si ce qu'ils vous proposent, en fait, c'est dans votre intérêt ou dans le leur. Et bien évidemment, je ne dis pas que tous les conseillers en gestion de patrimoine qui sont rémunérés à la rétrocommission vont vous refourguer des produits juste pour leur rémunération. Je vous dis juste que ça existe, c'est sûr. Et je vous dis juste qu'encore une fois, si vous vous retrouvez en face de ces personnes sans avoir de connaissances, bah, vous pouvez réellement douter du fait que ce que vous propose ce CGP soit pertinent pour vous ou pas. Parce que vous allez toujours vous poser la question et vous ne le saurez pas, parce que si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour, pour analyser ce que le conseiller en gestion de patrimoine vous propose. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé avec des conseillers en gestion de patrimoine qui vendaient des Pinel à tour de bras à leurs clients. Pourquoi ? Parce que sur un Pinel à 200 000 €, bah, eux, ils prenaient 5% de commission, donc 10 000 € à la vente, pour des produits qui en fait faisaient perdre de l'argent aux clients. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la Cour des comptes. Le Pinel, c'est pas arrêté pour rien, c'est parce que 92%, je crois, des opérations en Pinel faisaient perdre de l'argent aux clients. Mais les conseillers en gestion de patrimoine les vendaient à tour de bras, parce que eux, ça leur rapportait un pognon pas possible. Donc voilà, j'espère que vous avez compris aujourd'hui pourquoi je vous dis qu'il ne faut faire confiance à personne quand il s'agit de placer votre argent, quand il s'agit de gérer votre argent et de vos investissements, parce qu'en fait, vous ne savez jamais si la personne en face de vous, elle a réellement les compétences, si elle va réellement vous proposer des produits qui sont dans votre intérêt ou pas. Et donc, le meilleur moyen de le savoir, bah, c'est soit de ne pas avoir à faire appel à ces gens-là, soit de pouvoir leur faire appel, effectivement, mais d'avoir quand même un bagage de connaissances suffisant pour vous rendre compte que la personne en face de vous est en train de vous raconter des conneries ou de vous proposer des produits qui ne sont pas les plus efficients du marché et qu'il existe mieux à faire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites confiance à votre banquier pour vos investissements, si vous avez plutôt un conseiller en gestion de patrimoine et si vous lui faites également confiance ou si vous prenez vos décisions par vous-même sans avoir besoin de ces gens-là.
Si vous connaissez des gens que cette vidéo pourrait intéresser, n'hésitez pas également à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner afin de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, justement, j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine!